Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir, 19h30 en direct, 23h30 et à revoir bien entendu sans modération sur notre site lcp.fr. Avec ce soir dans l'actualité, vous l'avez évidemment vu, la décision de Donald Trump de casser l'accord sur le nucléaire iranien, une décision lourde de conséquences, on va les analyser dans quelques instants et ce malgré les efforts d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui était, souvenez-vous, allé à Washington, premier voyage officiel pour tenter de convaincre, de faire plier Donald Trump, qui d'ailleurs, vous vous souvenez de cette image, avant même le tête-à-tête, avait déjà annoncé la couleur, expliquant que cet accord était mauvais. Un décret signé, cassé donc, qui relance et qui va relancer la spirale des sanctions contre l'Iran et qui déstabilise l'Europe. On aura ce débat ce soir dans un contexte très particulier, parce que c'est la journée de l'Europe aujourd'hui, et Emmanuel Macron ira recevoir un prix, le prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Emmanuel Macron qui avait parfois été parodié comme le président de l'Europe. On parlera des conséquences économiques, elles sont très lourdes, elles risquent d'être très lourdes pour les entreprises françaises notamment, je pense à Renault, PSA, Total, qui ont investi des milliards dans ce pays. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une question importante et on va l'analyser dans quelques instants. Puis on parlera évidemment du dossier syrien, parce que tout ça est intimement lié. Des Iraniens qui sont très présents au sol pour soutenir le pouvoir de Bachar el-Assad. Et puis des Iraniens, faut-il le rappeler, qui par la voie du Hezbollah ont remporté les élections au Liban il y a quelques jours. On va faire le point ce soir. Est-ce que cette décision fait courir un risque d'embrasement, de guerre? C'est une question importante et on se la posera ce soir. lcp.fr bien sûr et le JDD qui est notre partenaire. Je remercie les internautes. Pierre-Alexandre Anglade, bonsoir. Ravi de vous accueillir. C'est la première fois que vous venez sur le plateau de l'émission Ça vous regarde. Très heureux. Député de la République En Marche des Français de l'étranger. C'est le Benelux, c'est ça? C'est ça. Luxembourg, Belgique, Pays-Bas. Et vous travailliez auparavant dans le vieux monde, vous étiez à Bruxelles, et vous étiez au Parlement européen et vous suiviez les négociations, entre autres, parce que d'autres dossiers sur le Brexit, arrêtez-moi si je me trompe, le Brexit entre autres. Travailler sur les sujets européens de façon générale, et comme le Brexit est une question politique centrale à Bruxelles ces dernières années, par ricochet. Peut-être qu'on en parlera ce soir du Brexit. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Constance Le Grip, bonsoir. Députée Les Républicains des Hauts-de-Seine, ancienne députée européenne, et vous suivez ce dossier évidemment, à la fois le dossier Trump et le dossier syrien de très près. Merci d'être avec nous. Caroline Galacteros, bonsoir. Vous êtes géopolitologue, présidente du think tank Géopragma, et on vous écoutera parce que vous signez beaucoup de tribunes, notamment sur le dossier syrien. L'une, c'était il y a une quinzaine de jours dans les colonnes du Figaro. Merci d'être là. Elvire Fabry, bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'Institut Jacques Delors, co-auteur, alors ça c'est dans la revue politique de l'IRIS. On voit le titre Moyen-Orient, le nouveau grand jeu, l'Europe au défi des populismes. Voilà pour ce livre, enfin qui est une revue, puis on parlera de l'Europe déstabilisée par la décision de Donald Trump. On va le voir d'ailleurs tout de suite. Au moment où on célèbre bien cette journée de l'Europe, Donald Trump a décidé de casser cet accord sur le nucléaire iranien, qui va lancer probablement une crise diplomatique majeure. Regardez ce sujet réalisé par Félix Well. Il a mis sa menace à exécution. Hier, Donald Trump annonce le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et il prévient. Nous mettrons en place de fortes sanctions. Si le régime poursuit ses aspirations nucléaires, il devra faire face à de graves conséquences comme jamais auparavant. L'accord signé en 2015 prévoit un contrôle international du nucléaire iranien en échange de levée de sanctions économiques mises en place au début des années 2000. Immédiatement après l'annonce de Donald Trump, le président iranien Hassan Rouhani a réagi. J'ai ordonné à l'Organisation iranienne de l'énergie atomique de prendre des mesures pour qu'en cas de nécessité, nous reprenions l'enrichissement industriel sans limite. Mais l'accord n'est pas totalement mort. Dans une déclaration commune, Emmanuel Macron, Theresa May et Angela Merkel se sont dit déterminés à assurer la mise en œuvre du texte, tout en travaillant à en négocier un nouveau, plus large. Un consensus défendu également par la chef de la diplomatie européenne. L'accord nucléaire avec l'Iran est l'aboutissement de 12 ans de diplomatie. Il appartient à l'ensemble de la communauté européenne. Elle a travaillé et elle a atteint son objectif, garantir que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. L'Union européenne est déterminée à le préserver. Pendant qu'Israël se félicitait de la décision américaine, la Russie s'est dite extrêmement inquiète, des réactions qui ouvrent une nouvelle crise au Moyen-Orient.
Pierre-Alexandre Anglade, une question, vous appartenez à la majorité, Constance Le Grip prendra la parole. Est-ce que c'est une déclaration de guerre, pour utiliser un mot très fort, à l'Europe ? Cette décision qui touche l'Iran, bien entendu, mais qui déstabilise ce soir l'Europe. Non, ce n'est pas une déclaration de guerre à l'Europe, c'est un problème beaucoup plus complexe et beaucoup plus large que ça. La première des dimensions de cette affaire touche avant tout le Proche-Orient, qui est une région déjà fortement déstabilisée par des décennies de conflits, par des guerres latentes, et qui est aujourd'hui en proie à des divisions et des dissensions extrêmement profondes entre le monde chiite et le monde sunnite. À cela s'ajoute évidemment la dimension du conflit qui peut exister entre certains pays arabes et Israël. Et donc les premières victimes de la décision américaine, ce sont évidemment les États qui se trouvent aujourd'hui au Proche-Orient. Ensuite, évidemment, pour l'Europe, ça pose un certain nombre de questions parce que le droit américain a un certain nombre d'impacts sur les entreprises européennes qui commercent avec l'Iran aujourd'hui, et les sanctions que pourraient réintroduire pourraient toucher nos entreprises. Ça pourrait être des sanctions qui existaient auparavant, et peut-être aussi de nouvelles sanctions. Donc à voir ce qui se passera. Quand on se le grippe, vous voyez, dès qu'on démarre le débat sur la décision de Donald Trump, on rentre dans l'économie. On va faire de la géopolitique, de la diplomatie, mais les premières choses dont on parle, c'est PSA, c'est Total, c'est Renault. Il y a un enjeu économique majeur dans cette décision. Économique, et donc une guerre économique. Très important pour nos entreprises françaises, pour nos entreprises européennes, mais pardon de le dire, même si je sais qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'emplois qui sont à la clé. Le plus important dans les médias n'est pas tant d'essayer de mesurer l'ampleur de l'éventuel désastre économique qui pourrait se produire. Elle travaille, l'entreprise, en ce moment, elle réfléchit. Que de savoir quels sont les impacts géopolitiques et géostratégiques de ce retrait. L'accord n'est pas cassé, mais de ce retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. C'est pas une déclaration de guerre à l'Europe. Je crois que c'est tout d'abord cette décision du président Trump, un président américain qui tient un engagement de campagne. Il avait clairement dit pendant sa campagne à plusieurs reprises, donc ça n'est en rien. Il a coché une croix de plus là. Il n'a pris personne par surprise, ni les Iraniens, ni les Européens, ni Emmanuel Macron, ni Angela Merkel, ni Theresa May ne peuvent être surpris. Il avait dit à plusieurs reprises qu'il ferait tout pour s'opposer à ce que l'Iran puisse se doter de l'arme nucléaire. Donc il tient sa promesse et il respecte également l'engagement phare de sa campagne America First. Ce sont avant tout les considérations, les Américains d'abord, les intérêts américains, géopolitiques, géostratégiques, économiques, industriels, commerciaux qui sont dans la tête de Donald Trump. Mais Caroline Galacteros, décryptez-nous, si c'est possible de le faire, la logique de Donald Trump dans ce choix, puisque c'est vrai que les choses avaient été annoncées. On se souvient de l'image d'Emmanuel Macron, un peu pris de court d'ailleurs dans cette conférence de presse, où il avait clairement annoncé qu'il casserait cet accord, et donc le président français n'a pas réussi. Mais il y a une logique dans cette décision ? Moi, j'en vois une. Je pense que c'est un coup de force, d'abord, parce que cet accord a été signé, donc c'est la signature des États-Unis qui est aujourd'hui juste déchirée. Bon, certes. Et celle de Barack Obama, je ne l'ai pas précisé. Et celle de Barack Obama, bien sûr. Donc c'est assez grave. C'est un coup de force vis-à-vis de la gouvernance et du multilatéralisme mondial. Et c'est aussi un coup de dé. Parce que je pense que Donald Trump et ceux qui l'entourent et qui l'inspirent sont en train d'essayer d'une manière... parce que tout ça, c'est une séquence. Ce qui s'est passé hier n'est que la fin d'une séquence. Nous avons eu, depuis son arrivée au pouvoir, quasiment une montée en puissance d'un sentiment et d'un certain nombre d'actions, à la fois vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine, qui traduisent, pour moi, une grosse inquiétude en fait américaine, une grosse inquiétude occidentale sur le leadership global de l'Amérique qui est effectivement mise à mal et mise au défi par un certain nombre d'autres puissances. Et dans ce cadre-là, il s'agit de remettre l'Europe au pas. L'Europe du côté occidental, qu'on vient à l'Europe tout de suite. L'Europe du côté de l'Alliance Atlantique, l'Europe surtout pas en capacité d'avoir une autonomie stratégique ou politique une indépendance véritable, et une union. au-delà des mots, des déclarations, etc. Et donc, pour moi, derrière c'est un coup de dé, au sens où là, c'est le moment d'une bascule. C'est-à-dire que si les Européens, à mon avis, et je l'appelle de mes vœux, arrivent à
faire bloc, à être ensemble, maintenir cet accord, à dire que eux se sentent toujours partis, à faire en sorte que les Iraniens y voient leur intérêt à rester de l'Orient, surtout pas rentrer dans la provocation, et ils le voient probablement, et à ne pas reprendre l'enrichissement à des de l'uranium à 20%. Militaires, voilà. Eh bien, on est en fait au moment où il y a une bascule du monde qui se produit, une bascule des équilibres de force. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'Europe se retrouve de fait plus liée avec la Chine, plus liée avec, bien sûr, le monde chiite, qui ne se réduit pas à l'Iran, plus liée avec la Russie, bien sûr. Et donc, pour moi, c'est ça l'enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est bien sûr l'extraterritorialité du droit américain, qui est effectivement la patate chaude, le bébé, la mèche allumée, le truc que personne n'ose vraiment toucher. Qui impose son droit dans le monde entier. Tout ça. Et la question. Et le dollar. Et la suprématie du dollar et la dédollarisation de l'économie mondiale, qui est encore dans les limbes, mais qui avance à l'initiative chinoise. Vous en pensez quoi? Parce que là, on se met du côté de l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Caroline Galacteros? C'est-à-dire, et je vous donne la parole, on est dans un moment de bascule. J'ai même lu ce soir dans un quotidien du soir, Le Monde, qu'on était dans une crise diplomatique probablement plus grave que celle qu'on avait vécue en 2003, au moment de l'intervention ou pas en Irak. On se souvient de la position de la France. Est-ce qu'on est en train là de rentrer dans une crise diplomatique très grave? Et donc avec un moment de bascule, évidemment, pour la position européenne. C'est même le sens des mots crises. Voilà. Oui, c'est vrai que c'était une décision qui était attendue. On n'est pas surpris. C'était une démarche de la part d'Emmanuel Macron d'aller à Washington, et l'agenda était lourd parce qu'il s'agissait de voir aussi de réengager le débat sur l'accord de Paris, sur d'autres enjeux. Maintenant, on voit que c'est une brèche de plus dans ce qu'est la construction d'un ordre multilatéral, un ensemble de règles qui viennent réguler les enjeux internationaux à la fois sur le plan commercial, à la fois sur le plan géopolitique, environnemental. C'est vrai que les Européens se sentent particulièrement ciblés parce qu'ils étaient à l'origine de cet accord et ont été vraiment des architectes de l'accord. Mais l'onde de choc est beaucoup plus vaste, parce qu'on voit que c'était aussi un exercice de déstabilisation des acteurs de toutes les grandes puissances internationales, parce que c'est à la fois c'est la Chine, c'est la Russie. Aujourd'hui, on voit que derrière, alors les Chinois affichent une position un peu plus de confiance en disant mais on va pouvoir contourner les sanctions américaines. On pourra en débattre, c'est pas forcément encore très clair et très évident, mais derrière la Chine, on voit que le Japon, les Coréens sont beaucoup plus préoccupés. C'est une continuité dans le jeu de déstabilisation de Donald Trump pour pouvoir exercer une logique de rapport de force et de chantage à un moment où on est dans un contexte de forte tension sur des enjeux commerciaux et de négociations, d'exemptions, de sanctions, de détournement de sanctions avec des quotas. Donc les enjeux économiques sont très importants. C'est pour lever un point de voile. On parle de diplomatie, mais en dessous, il y a des enjeux diplomatiques. J'ai lu dans Le Monde, excusez-moi de citer Le Monde ce soir abondamment, mais que peut-être que dans la tête de Donald Trump, il y avait cette idée de pouvoir renverser le pouvoir de Téhéran de l'extérieur. C'est une idée portée notamment par Netanyahou avant qu'il arrive au pouvoir, qui traîne depuis longtemps. Donc en 2002, il a... Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que dans cette stratégie, Pierre-Alexandre Anglade, il y a une volonté de renverser ce pays? Parce que ces mots sont durs. Ça fait 40 ans que cette dictature a pris le pouvoir et une fière nation en otage. Il distingue bien les dirigeants iraniens de son peuple, qui serait donc soumis à une dictature islamique. Bien aisé celui qui pourra dire ce qui est dans la tête de Donald Trump. Oui, c'est compliqué. Depuis sa campagne à la présidentielle et son arrivée au pouvoir. Ce qui est certain, c'est que on assiste, et je vais rebondir sur ce que vous disiez, à un nouvel ordre du système international qui était jusqu'à présent plutôt bien régulé, avec très peu d'acteurs agissants, qui était régulé depuis la Seconde Guerre mondiale et plus récemment depuis la guerre froide, où en fin de compte les puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies s'entendaient autour de la table, où les Américains, les Chinois et quelques Européens... Il y a eu des vétos quand même. En tout cas, on respectait les décisions qui étaient prises et on ne s'affranchissait pas unilatéralement du multilatéralisme. J'évoquais l'Irak en 2003. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les Chinois, les Russes, les Américains s'affranchissent du multilatéralisme, la Russie en annexant la Crimée, les Chinois en s'imposant par la force dans son environnement immédiat en mer de Chine, et les Américains en remettant en cause les accords de Paris, les accords commerciaux et aujourd'hui l'accord nucléaire iranien. Et tout cela pose une question aux Européens. De quelle façon nous organisons-nous
collectivement pour peser dans un monde qui est devenu absolument Juste incertain. regarder ces images, c'est très court, c'est juste pour faire un peu de politique, parce qu'on va re-rentrer dans le fond, mais la politique, la diplomatie, la façon dont le président de la République a tenté ce coup de force aux États-Unis, donc ça a été très commenté dans la presse française et étrangère. Regardez, il y a eu 2 questions au gouvernement posées par l'opposition, d'un côté la Nouvelle Gauche, de l'autre le groupe centriste Agir. Regardez, j'aimerais avoir votre point de vue, Constance Le Grip évidemment, et puis tous mes autres invités. Écoutez. La visite du président Macron n'a finalement été qu'au crédit du président Trump, affaiblissant ainsi la position de la France et de l'Europe. Les embrassades récentes entre M. Trump et Macron il y a 15 jours n'auront servi à rien, puisque les cartes étaient de toute évidence tirées d'avance. Monsieur le Premier ministre, la diplomatie du sourire au président Trump a fait preuve de ses limites. Et il serait temps de reconnaître que la solution n'est pas la mise en scène d'une connivence avec les uns et les autres. Cela vaut pour la Syrie, cela vaut pour l'Iran, car il en va de la sécurité mondiale. Le président des États-Unis a fait le choix, progressivement, et je dois le dire à notre grand regret à tous, de se sortir des accords multilatéraux et progressivement, parce qu'il est d'abord sorti de l'accord de Paris, puis ensuite bon. Et donc il est dans une ligne dans laquelle les accords multilatéraux ne doivent pas être conclus et il faudrait en sortir. Ça n'est pas la ligne de la France. Et le président de la République a eu l'occasion de le dire au président américain. Il l'a dit en tête-à-tête et il l'a dit publiquement. Tout le monde l'a dit, on va parvenir, le président américain l'a dit et le président français l'a dit. Est-ce que très concrètement la stratégie du président français, au-delà des commentaires sur la forme, ses poignées de main, ses accolades, est-ce que le président français doit changer de stratégie? Est-ce qu'il doit, avec les discussions qu'il aura avec Angela Merkel là demain avant de recevoir son prix, est-ce qu'il doit être plus dans la fermeté ou est-ce qu'il doit garder cette stratégie de cette relation en particulière qu'il entretient avec lui? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une relation si particulière que cela entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Tout ça, c'est quoi? C'est du cinéma? Il y a eu un jeu de 2 acteurs, 2 comédiens, chacun dans un registre bien particulier. Vous n'y croyez pas, ça? Non, mais qu'il y ait une véritable amitié entre la France et les États-Unis. Oui, ça, c'est les pays. Que toutes les occasions soient bonnes à saisir pour affirmer, réaffirmer et renforcer. Vous avez vu l'attitude du président français, espèce de proximité, espèce de chaleur. C'est une chose qui fait partie du jeu diplomatique. Et à ce niveau-là, c'est important qu'il y ait également des démonstrations. Mais est-ce qu'il doit d'amitié. passer à autre chose? Je pense que par-delà, je n'ai pas de conseils stratégiques à donner en matière de diplomatie à Emmanuel Macron, mais par-delà le jeu personnel et diplomatique du chef de l'État français, je pense qu'il faut au niveau collectif, entre Européens, mais pas que, cela concerne d'autres membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, clairement analyser la manière extrêmement disruptive avec laquelle Donald Trump envisage les relations internationales. C'est un mot qu'il a volé, Emmanuel Macron. Mais il ne cesse de renverser la table, mais ça n'est pas un va-t-en-guerre, Donald Trump. D'ailleurs, il y a des bouquins qu'il a écrits tout au long de sa carrière qui montrent bien qu'il est avant tout un deal maker, que ce qui l'intéresse, c'est de créer le rapport de force, créer le mano à mano pour entrer dans une négociation, rentrer, revenir éventuellement dans une négociation. C'est un businessman, Donald Trump, avant, c'est ça. Pour avoir en position de force la capacité de remodeler, reformuler. Elvire Fabry, un mot. Donc là, c'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, je pense que c'est une séquence, comme vous le disiez fort justement. Et on bascule vers peut-être autre chose. Voilà, on ne sort pas de l'histoire de l'accord. Allez-y, je vous donne la parole, Caroline Dierek-Terros. Je pense que sur la méthode, il faut pas s'en tenir aux accolades. Et il y a quand même un engagement très ferme d'Emmanuel Macron pour rétablir le dialogue. C'est ce qu'il a fait tout de suite au début de sa présidence, rétablir le dialogue avec Poutine, établir un dialogue avec Donald Trump, dont on sait que on ne sait pas à quoi s'attendre avec Donald Trump. Imprévisible. Donc c'est important de maintenir Trump, en fait, cette possibilité d'échange, de dialogue, d'influence. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qui peut influencer qui et qu'est-ce qui peut influencer Donald Trump. On ne sait pas. Et par ailleurs, au-delà du maintien de ce dialogue, et qu'il a engagé également avec la Chine, avec différents acteurs dans le monde, il y a toujours à côté la volonté de maintenir une position unie et ferme au niveau européen. Il y travaille systématiquement. C'est-à-dire que là, encore une fois, sur la question commerciale, sur la question des sanctions, il essaye d'obtenir qu'on ait une position européenne unie, ferme, et qui ne soit pas une position de négociation en ordre dispersé selon les intérêts des États membres. On change de ton, puisqu'il va parler avec Angela Merkel, il va s'exprimer demain à l'occasion de la remise de ce prix, parce que c'est vrai qu'il y a un choc des calendriers, il va en parler. Quel ton doit-il employer ?
Alors, moi, ou doit-il changer de ton? Si vous voulez, moi je trouve que le dialogue, les relations personnelles, etc., c'est fondamental. Donc je trouve ça très bien et il faut continuer. Tout ce qui peut être fait doit être fait. Garder ce contact. Voilà, ça avec tout le monde, avec absolument tout le monde. Bon, ceci dit, pour arriver, le problème finalement, parce que toutes les initiatives présidentielles d'Emmanuel Macron en matière diplomatique ou stratégique, elles sont très bonnes. C'est-à-dire, il va au choc, mais il ne va pas jusqu'au choc justement. Il s'arrête un peu avant. Et je pense que ce qui manque, c'est maintenant de la cohérence et du fond. C'est-à-dire que si aujourd'hui on décide que c'est le moment, c'est une opportunité pour l'Europe de véritablement se rassembler et de faire front et de dire sur cet accord, mais sur plein d'autres choses, sur ce qu'est l'Europe et ce que l'Amérique essaie de continuer à en faire. De briser. Il faut exister avec il faut sortir de la pusillanimité de fond, qui n'est pas seulement française, qui est européenne, qui est structurelle. Voilà, c'est de ça qu'on doit sortir. Et à ce moment-là, on redevient potentiellement un acteur stratégique. Sinon, ce sera toujours la même chose. C'est-à-dire, on passera de petits sommets, en grandes visites d'État, en machin, en truc, il ne se passera jamais rien sur le fond. Et on continuera à s'aligner à la fin. Quand on voit ce qui s'est passé en Syrie sur les frappes récemment, voilà, ça, c'était... Débat à l'Assemblée. C'était vraiment dommage. Sur l'opportunité. C'était vraiment dommage. Et la position de la France à l'égard des États-Unis. Mais parce que là, ce qui compte, c'est aussi ce qu'on veut comme système international. Et nous, on est des adeptes du multilatéralisme. Et je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je suis pas d'accord sur la question de la Russie, parce que s'il y a bien quelqu'un qui défend le multilatéralisme bec et ongles, et avec d'ailleurs un succès extrêmement mitigé, c'est bien Moscou. Alors, certes, la Crimée, mais qui a commencé? Le Kosovo, la Géorgie, l'Ukraine 1, l'Ukraine 2. Je vous prie de m'excuser, mais là, on peut pas présenter la Russie comme étant le tenant de l'ordre multilatéral tel qu'il est aujourd'hui. La Russie s'impose par la force dans son environnement immédiat en annexant la Crimée, le Donbass, un certain nombre de républiques caucasiennes. C'est quand même un peu raccourci. Mais d'ailleurs, personne n'a répondu à ma question. Je veux bien qu'on ouvre le débat sur le Donbass et la Crimée, mais est-ce que vous pensez qu'on sens le grip et Elvire Fabry, puisque personne ne répond, est-ce que dans la tête de Donald Trump, à condition qu'on puisse y entrer, il y a cette idée autour de ses conseillers, l'idée de pouvoir renverser le pouvoir iranien? Parce que là, il est extrêmement dur à l'égard du pouvoir. Réponse du consensus de Grip. Il y a un certain nombre de think tanks qui conseillent certains des conseillers et qui en rêvent. Donald Trump, effectivement, une stratégie depuis de nombreuses années qui a été d'ailleurs exposée par certains et pas qu'aux États-Unis. Théorisée. Voire compte tenu des mouvements de manifestation de très grande ampleur qui se déroulent régulièrement et compte tenu de ce que l'on sait de l'état d'insatisfaction important, très important, pour pas dire plus, de la population iranienne. Il y a cette envie de voir si on peut pas opérer. Mais le problème est que le régime est quand même, on a déjà essayé, les manifestations extraordinairement verrouillé. En réalité, la répression qui s'abat sur le peuple iranien, il n'y a pas que la question des homosexuels et des femmes qui régulièrement défraient la chronique et à juste titre soulèvent notre indignation. Il y a une répression de fer. Donc c'est très difficile. C'est très très difficile. Et donc je crains que un mot chacune. Encore attendre avant que de voir cette... Alors, ils ont essayé, ça n'a pas marché, on est d'accord. Ce qui est clair, c'est que cette décision-là qui vient d'être prise fragilise les modérés parmi les conservateurs. Bien sûr. Qu'on dise qu'en Iran, il y a des modérés et des conservateurs, ça se discute hautement. Il y a beaucoup de conservateurs, il y en a des très et des un peu moins. Rouhani était vraiment le tenant de ce courant moderniste qui est pour une ouverture de l'Iran vers l'extérieur. Donc danger, là. Y compris de sa société. Or, qu'est-ce qu'on fait? On le fragilise nettement, comme on a essayé de le fragiliser. Et on renforce les conservateurs. À la fin 2017, en favorisant, on va dire, l'émergence de contestations sociales dans un certain nombre de villes iraniennes. Voilà. Et aussi au nord, et aussi en agitant les Kurdes sunnites du coin. On se souvient de cette jeune étudiante française. Qui n'était pas qu'étudiante d'ailleurs. Non, mais voilà. Donc il y a un ensemble de choses qui sont mises en œuvre depuis des mois, à vrai dire. Et ça, c'est un peu un point d'orgue qui ouvre sur d'autres sujets et notamment sur notre déstabilisation à nous, Européens, bien sûr, et sur les enjeux économiques et sur les enjeux énergétiques aussi, qui sont en amont de tout ça, puisque l'Amérique est désormais... pétrole. Bah oui, quand on parle de l'Iran, on parle pétrole. Producteur. Le pétrole qui a flambé, parce que les Français à la pompe, conflit iranien, ils l'ont peut-être pas senti, mais ils le sentent quand ils payent. C'est tout l'enjeu pour l'Amérique, devenir le premier exportateur
de pétrole mondial et aller le vendre aux Chinois. Et on peut très bien imaginer que derrière cette manœuvre, il y aura une tentative plus ou moins subtile à la Trump de se rapprocher de nouveau des Chinois, parce que ce qu'il veut, c'est un tête-à-tête, c'est un pire compétiteur, et son pire compétiteur, c'est Pékin. C'est plus la Russie et c'est certainement pas l'Europe. C'est la Chine. Cette volonté-là d'être en face à face avec la Chine. Avec la question des droits de douane sur l'aluminium, l'acier qui a lancé par exemple. Excusez-moi, je vous pose la question abruptement. On est du côté iranien de ce pays, de ce peuple qui a envie de se soulever. Mais côté européen, est-ce qu'on est tous d'accord sur ce dossier iranien? Parce que c'était le 5+1, les Allemands avaient contribué, participé à cet accord. Est-ce que tout le monde parlera de la même voix? Je dis bien parlera, puisque là on est aux prémices de cette décision, on n'a pas encore toutes les réactions. Mais est-ce que tout le monde parle sur cette question de la même voix? Et donc, on peut dire l'Europe est unie sur ce dossier? Écoutez, la première réaction est positive, on a envie de dire. C'est une position d'unité. C'est d'abord une position d'unité entre Français, Allemands et Britanniques qui donc ont été au cœur de cette négociation. Federica Mogherini aussi, au niveau européen également, a adressé ce message de fermeté. Il s'agit de faire vivre l'accord, comme on a réussi à faire vivre l'accord de Paris. Maintenant, on voit que la marge de manœuvre est quand même relativement étroite. Parce que les Européens vont être impactés de plein fouet par les sanctions américaines. Et oui. Donc, comme vous le disiez, économiquement, on a un petit peu de temps. C'est novembre, c'est au mois de novembre. Il y a 6 mois. Non, mais c'est ça. Mais là, ce sont des modalités d'adaptation. Mais on voit bien que tout de suite, pour les grosses entreprises qu'on a mentionnées tout à l'heure, qui vont de PSA, Total, Renault, ce sont d'énormes contrats. Et qu'entre leurs investissements aux États-Unis et leur projet d'investissement, ils sont pris en tenaille, hein. En Iran, dans la balance, ça va peser. Le choix peut assez rapidement être fait. Mais maintenant, c'est vrai qu'au-delà de ça, se dresse la question de l'extraterritorialité américaine. On en revient, le poids du dollar. Qui est une question très sensible. Bien sûr. Voilà. Et est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'au niveau européen actuellement, on a l'unité qu'il faut pour être sérieux sur cette question, sachant que c'est pas que les Européens qui sont concernés. Ce sont encore une fois, c'est tout le reste du monde qui est concerné. C'est l'Amérique contre le reste du monde, à travers les puissances qu'on évoque. Il y a unité. C'est possible, parce que j'ai lu aussi qu'on se dit, mais après tout, pourquoi pas faire de transactions, pour être un peu basique et simple, avec l'Iran en euros, qui est une monnaie puissante, qui pèse, contournant évidemment ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, la puissance du dollar. Vous y croyez? C'est possible? Est-ce qu'Emmanuel Macron, qui veut faire avancer cette Europe, une Europe intégrée, avec des finances, est-ce que c'est possible ça dans un très court délai, puisque c'est novembre, hein, les sanctions? Dans un très court délai, je ne sais pas. Il faudrait voir avec les experts à la Commission européenne qui vont être mandatés pour aller négocier avec les autorités européennes pour savoir si, avec les autorités américaines, pardon, pour savoir si c'est possible ou pas de le faire. Ce qui est certain, pour revenir au point précédent, c'est que vous évoquiez l'unité des Européens. Oui. Il y a aujourd'hui unité des Européens. La question, c'est de savoir est-ce que les Européens ont un poids politique suffisamment fort pour faire prévaloir leurs ambitions, ce à quoi ils sont attachés dans cet accord. Aujourd'hui, s'il y a unité, c'est parce que cet accord, ça a été un succès des Européens. C'est à peu près le seul succès diplomatique du service d'action extérieure qui a été mis en place il y a une dizaine d'années, dont aujourd'hui Federica Mogherini est à la tête. Et si cet accord venait à être balayé d'un revers de main, comme pourrait le faire Donald Trump et comme ce qui pourrait advenir, ce serait évidemment un camouflet pour la diplomatie européenne, qui a quand même été un système qui a été très longtemps difficile à mettre en place, parce que les États membres s'y sont opposés. Bien sûr. La France, j'ai une dernière question, puisqu'on parlera de l'Europe. Il y a quelques années, c'était Laurent Fabius qui était au Quai d'Orsay. On est un peu à front renversé maintenant entre la France et les États-Unis, parce que la France était extraordinairement critique. Et réticente, hein, on s'en souvient. Absolument, et a beaucoup pesé dans la dernière ligne droite pour durcir, entre guillemets, jugeant le premier projet d'accord. La France, le dernier pays, voilà, à apporter son soutien. Voilà, donc c'est assez intéressant de lire attentivement, par exemple, la déclaration conjointe entre Emmanuel Macron, Theresa May et Angela Merkel, qui effectivement ne dit pas l'accord iranien actuel est à prendre ou à laisser et nous voulons en rester là. Au contraire, il y a tout de suite une porte ouverte et tout de suite la réaffirmation de ce que moi je considère comme les lacunes et les failles de l'actuel accord et la volonté de se projeter dans la construction d'une nouvelle séquence, d'une nouvelle étape en adjuvant des amendements, en mettant des ajouts, notamment sur l'affaire des clauses sunset, donc la prolongation, l'affaire
faire des parce qu'il y a des clauses qui s'arrêtent en 2025. Voilà, il y a toute une série relancer évidemment, bien sûr, de failles, de manquements, de lacunes que à l'époque la France avait clairement souligné, que dans la déclaration conjointe des 3 dirigeants européens, on souhaite voir progresser. Et donc ça c'est assez intéressant. On n'est pas à l'abri d'une surprise, y compris de la part des États-Unis. On a bien vu sur l'affaire de la Corée du Nord à quel point les choses sont allées vite. Des missiles passés au-dessus dans le ciel et puis on est passé d'un seul coup à la prochaine rencontre. Voilà. Et donc je n'exclus pas que une fois la table renversée et une fois donc coup de dé, voilà, ça c'est intéressant. Il joue au dé. Le deal, voilà, le deal maker que j'évoquais tout à l'heure. Tous les bouquins de Trump ne sont construits que là-dessus, sur l'art de la négociation. Mettre de la pression maximale, surprendre son adversaire, l'encercler, l'isoler, etc. Il y a des négociations économiques. Accords. Et dans ce cas-là, effectivement, à ce stade, on peut considérer que les Européens ont une carte. Juste une question pour ceux qui nous regardent, on comprenne l'enjeu. On a vu les enjeux économiques, on vient de les entendre pour l'entreprise française, la question du dollar, mais la guerre, puisque certains nous disent, mais attention, on est en train de craquer une allumette dans une région explosive. Est-ce que il est possible que cet accord puisse provoquer un conflit, une guerre, et en quoi l'Iran serait l'acteur de cette guerre? Parce que ça a l'air... éclairez-nous. Ils sont déjà très présents. Ils sont bien sûr, non mais ça que je vais entendre. Le Yémen, le Liban, le Hamas, dans la bande de Gaza. Sûr. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'accord tel qu'il avait été construit avait empêché l'Iran, en tout cas dans un temps donné, alors qu'on estimait que l'Iran pouvait accéder très rapidement à l'arme nucléaire, avait permis de freiner cette course à l'armement nucléaire. Ça avait permis par ailleurs de freiner la prolifération supposée dans la région, et ça avait sur le dossier, sur le volet nucléaire, en tout cas pour un temps, calmé les ardeurs des uns et des autres. Après, ce qui est certain, c'est qu'en sortant de l'accord tel qu'il est aujourd'hui défini, ça ne permet pas de répondre à un certain nombre de questions que pose l'Iran, mais aussi d'autres acteurs dans la région, sur le Yémen, sur la Syrie, sur les missiles balistiques, sur le Liban, où l'influence iranienne est de plus en plus forte. Ils ont gagné les élections. Et donc la réponse a gagné les élections au Liban. Exactement. Donc il reste encore aujourd'hui un certain nombre de sujets qui n'ont pas été réglés. Je vous ai posé la question, allez-y. Non mais c'est important de. Non mais parce que là on lit. Non mais les Français se disent mais qu'est-ce qu'on risque? Que l'Iran est la menace, si vous voulez. l'Iran étend son influence, etc. C'est pas une menace? Non mais Israël, t'inquiète. Son influence déstabilisatrice ces temps-ci. Mais déstabilisatrice ou stabilisatrice? Parce qu'en Syrie, avec d'autres acteurs aujourd'hui. Allez-y. En Syrie, par exemple, dont la déstabilisation a été organisée puis interrompue, quand même. Bon, on va pas, il faut arrêter de se cacher derrière. Organisée puis interrompue. Organisée par l'Occident, puis interrompue à un moment donné, en 2015, quand la Russie est intervenue et à la demande de l'Iran. Ça s'est passé comme ça. Qui ont des troupes au sol, qui sont intervenus militairement. Qui sont allés dire, là, si ça continue, il n'y a plus de Syrie, là. Voilà, les islamistes sont, là, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de Syrie. C'est fini de l'État syrien. Bon. À ce moment-là, si vous voulez, c'est une question de point de vue. Aujourd'hui, on juge, on regarde l'influence réelle, mais on pourrait dire la même chose pour l'Arabie Saoudite. Si on parle du Yémen, on pourrait dire la même chose de la Turquie. On pourrait dire, si vous voulez, ils se font face d'ailleurs. Si vous mettez de chaque côté, vous pouvez voir l'autre comme un parfait dangereux. Tout dépend de l'endroit où on est. Qui étend ses bras un peu partout. Voilà, la Syrie a été un exemple. Pour vous, c'est un élément stabilisateur, l'Iran, qui a permis en fait de sauver. C'est tout le problème. C'est un élément stabilisateur dans la confessionnalisation, outrancière, et là l'Amérique est vraiment à la manœuvre, de toute la zone, c'est-à-dire depuis l'Irak en 2003 où ils ont mis finalement les chiites au pouvoir. C'est quand même, c'est pas les Iraniens qui sont allés regrette l'intervention américaine en Irak. Voilà, il a dit... les chiites au pouvoir, c'est 2003, c'est l'invasion américaine de l'Irak. C'est ça qui a tout déstabilisé. Bon, donc il faut quand on parle aujourd'hui, quand on dit on a mis fin effectivement aux ambitions nucléaires iraniennes, etc. pour une période. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut conserver ce qu'on appelle l'équilibre stratégique au Moyen-Orient, qui est une notion éminemment discutable et hautement discutée. C'est un déséquilibre. Il y a une puissance nucléaire au Moyen-Orient, c'est Israël. Point. C'est ce qu'on appelle l'équilibre. Il est évident que tous les autres acteurs considèrent que c'est un parfait déséquilibre.
Voilà. Donc il faut, si on veut arriver à la fin à un accord quel qu'il soit, à une entente, à un apaisement quel qu'il soit, il faudra de toute façon que chacune de toutes ces innombrables parties et de leurs parrains respectifs fasse un certain nombre de compromis. Et l'Iran aussi a malgré tout le droit d'exister. Juste écouter Alexis Corbière. Monsieur, non mais l'Iran doit exister, c'est important. Juste Alexis Corbière, c'est très court, il a quelques idées, lui, assez précises. Son économie pour 20 ans. Député de la France Insoumise, mesdames, écoutez Alexis Corbière, il va vous passionner. Vous allez voir, c'était aujourd'hui lors des questions au gouvernement. Évidemment, la France Insoumise souhaite que la France sorte de l'OTAN, notamment, et évoque la question de l'Arabie Saoudite. Écoutez. Le président des États-Unis, M. Trump, n'est plus qu'un pyromane au Moyen-Orient, craquant une allumette au corps même de la poudrière. Nous devons donc rester dans l'accord pour maintenir la paix. C'est pourquoi nous proposons de sortir de l'OTAN, à commencer par son commandement intégré, pour ne pas être aspiré dans une logique de guerre. Cette situation rappelle également l'impérieuse nécessité de cesser la vente d'armes à l'Arabie Saoudite, allié des États-Unis et oppresseur du peuple yéménite, ainsi qu'à d'autres pays dont l'activité militaire contribue à l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Voilà la position d'Alexis Corbière. Je voulais juste donner la parole à une sentinelle. Vous savez, les citoyens prennent la parole. Alors ça va être une intervention courte. Et hasard de son inscription, il est étudiant, ce qui est très très bien, et en même temps membre de la France Insoumise. Vous aviez une question à nous poser ou deux dans le dossier qui nous préoccupe, puisqu'on aura une seconde partie de débat sur l'Europe et la position de l'Europe dans ce conflit ou dans cette tension. Vous en pensez quoi, Pierre, vous, de cette question? J'imagine que vous êtes d'accord avec Alexis Corbière. Ça sauverait le monde que la France sorte de l'OTAN? On retrouverait notre indépendance et on aurait une puissance européenne qui permettrait d'avoir une défense européenne, puisqu'on en parle beaucoup? Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Très bien, allez-y. D'accord. Donc, moi, je vous remercie pour ce débat qui est assez riche de part et d'autre. Moi, je suis d'accord, figurez-vous, avec beaucoup de ce qui est dit sur ce plateau. Et du coup, j'aurais peut-être une question à Monsieur Anglade, parce que j'observe qu'il observe comme nous, en fait, un refus du multilatéralisme de la part des grandes puissances. C'est vrai. Donc, moi, j'aimerais qu'ils nous disent, en fait, à quelle date précisément nous allons sortir de l'OTAN. Puisque, en fait, la désescalade belliciste actuellement au Moyen-Orient passe par une sortie de l'OTAN. Que ferait la France si, d'ici quelques heures, les États-Unis lançaient une offensive sur l'Iran, ou Israël et ses alliés américains lançaient une offensive sur l'Iran? Que ferait la France? Moi, c'est une question importante que vous posez, hein, parce qu'on est alliés, on est évidemment des alliés des États-Unis avec l'OTAN. Vous voulez qu'il répondent tout de suite, Pierre-Alexandre Anglade? Allez-y, terminez votre propos. Mais pas 36 questions en une, parce que sinon on peut pas tout répondre. Non. Sur l'accord nucléaire iranien, moi je suis assez heureux, figurez-vous, de la réponse de l'Europe, y compris de la réponse de notre gouvernement. Il faut tenir haut le flambeau de cet accord. Mais il ne règle pas cette question de l'escalade belliciste. Il ne faut pas tout mélanger. Là, on a un problème urgent, en fait, qui est comment faire en sorte que la situation... Je vous rappelle qu'Israël a tiré des missiles sur des positions iraniennes en Syrie cette nuit. Oui. Donc, l'urgence, elle est là. Exactement. Réponse, double question. D'abord, sur la première, à quelle date vous allez annoncer officiellement notre sortie de l'OTAN? Et que se passerait-il? C'est une question fondamentale que nous pose Pierre. Que se passerait-il si les États-Unis, d'une manière unilatérale, puisqu'on parle beaucoup de multilatéralisme, engageaient un conflit avec l'Iran? Qu'est-ce qu'on ferait? Mais je n'annoncerai pas la date à laquelle la France sortira de l'OTAN, puisque la France n'a pas vocation à sortir de l'OTAN, puisque l'OTAN aujourd'hui représente l'instrument de défense collective des Européens, parce que les Européens ne se sont pas organisés collectivement pendant des décennies pour assurer leur propre sécurité. Et la réalité, c'est que la sécurité du continent européen, de façon sous l'angle militaire, dépend largement de l'OTAN et que c'est inscrit dans le traité de l'Union européenne. Et on fait comment si les États-Unis, bellicistes, pour reprendre le mot de Pierre, engageaient une épreuve militaire avec l'Iran? Mais vous savez que la France, dans le passé, s'est affranchie parfois d'alliances convenues avec les Américains. C'était le cas en 2003 en Irak, parce que les preuves qu'avançaient les Américains d'armes chimiques supposées n'étaient pas avérées. Et la France avait eu le courage politique de s'y opposer. Et parfois, lorsque c'est nécessaire, la France
avec les Américains, qui sont un allié historique, s'engagent sur des tas d'opérations pour intervenir lorsque c'est nécessaire. Juste côté Europe, on va voir un sujet, et Emmanuel Macron, mais la défense militaire, ça fait presque 19 ans que LCP existe, je crois que ça fait 19 ans que je parle de sujet, sans que rien n'avance. Et c'est vrai que l'OTAN est... Il y a pas mal de choses qui ont avancé. Non, alors allez-y, Elvire Fabry, je vous donne la parole. Un petit point quand même sur la question de l'OTAN. On est dans un registre de politique fiction. C'est-à-dire que là, on parle de décisions qui seraient une sorte d'escalade, d'improvisation de décisions. Tout ce qu'on craint, c'est évidemment qu'il y ait une escalade des ripostes dans la région, et notamment entre Iran et Israël, et ce serait à la faveur d'une décision de Rouhani de réenrichir l'uranium. Actuellement, la position du président iranien n'est pas celle-là. Non. Au contraire. Modéré, disait-on. Il a trop misé sur l'accord de Vienne pour chercher à... aujourd'hui, c'est même sa position à la chef de l'État iranien qui est en jeu. Que les Américains cherchent éventuellement à le pousser à la faute, ça peut être une chose. Mais pour le moment, c'est plutôt la position d'Israël et de l'Arabie Saoudite, alliés des États-Unis dans la région, qui est c'est leur réaction qui est anticipée. C'est ça. On ne parle pas d'une entrée des États-Unis en guerre. Non, mais c'est pour rassurer tout le monde. C'était une question fiction que posait Pierre. C'était l'idée de que ferait-on évidemment avec notre allié américain puisque nous sommes liés à l'OTAN. C'était une question effectivement de politique fiction. Juste un petit mot, vous n'êtes pas d'accord sur cette défense européenne? Non, ce que je veux dire, c'est que il y a des choses qui ont avancé. À cause de l'élection de Donald Trump, à cause du Brexit, à cause d'un certain nombre de bouleversements mondiaux, il y a eu ces derniers mois plus d'avancées en matière de stratégie de défense européenne qu'il n'y en a eu peut-être ces 15 ou 20 dernières années. Maintenant, on n'en est pas à l'armée européenne, et ça, il n'y aura peut-être jamais d'armée européenne parce que voilà, il y aura de vie ou de mort sur des soldats. Mais il y a eu quand même quelques avancées intéressantes. Un mot également et parce qu'il y a eu un changement de stratégie lié à des crises et chez les Allemands. Voilà. Non, mais oui, c'est vrai, tout à fait. Mais justement, il faudrait saisir ces opportunités, et notamment en matière industrielle, et notamment en matière d'armement, parce que la défense européenne, comme vous l'avez dit, l'OTAN est de fait la structure de sécurité des Européens. Le problème, c'est qu'elle est dominée politiquement de manière écrasante par les États-Unis. Par l'Amérique, donc c'est très compliqué, surtout que maintenant on est dans le commandement intégré, ce qui nous a pas rapporté grand-chose, mais en revanche nous lie bien, nous complique bien la vie. Maintenant, il y a la question des armements. Et l'industrie de défense américaine. Donald Trump appelle les Européens à prendre leur défense en charge, etc. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire augmenter leur budget de défense pour aller acheter quoi? À part les Français qui sont quasiment plus totalement autonome en matière industrielle de défense. Nous en avons une, Dieu merci, il faut la conserver. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent sur l'étagère américain. Donc l'emprise, elle est totale. L'emprise, elle est politique, elle est industrielle, au business, économique. Voilà. Donc, s'il y a un volet quand même sur lequel on a fait des pas là ces derniers temps, c'est précisément en termes de recherche et développement, d'investissement en matière d'équipement militaire. Le fonds d'investissement, un fonds européen de défense, un fonds européen, les nouvelles perspectives financières post-2020, il y a une augmentation du budget qui serait alloué justement à recherche et le développement et tout ce qui peut être fait dans le cadre de cette coopération européenne, PESCO, de coopération structurée. Donc là, il y a des véritables avancées. Alors regardez, c'est un sujet. Alors on va quitter l'Iran, mais d'ailleurs on va y revenir très rapidement parce qu'aujourd'hui les questions au gouvernement ont été consacrées en grande partie à ce débat, à cette crise iranienne. Mais regardez ce sujet consacré à Emmanuel Macron et sa relation à l'Europe. C'est vrai que cet homme se bat, tente de faire avancer la question européenne, et il recevra ce prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Ce sera demain avec une discussion et probablement des prises de position, a-t-il dit, justement sur ce dossier iranien. Regardez bien à travers quelques discours emblématiques, Athènes notamment et la Sorbonne, ce que dit Emmanuel Macron de l'Europe, et on débat juste après. C'est l'un des premiers symboles européens du quinquennat d'Emmanuel Macron. Sur l'esplanade du Louvre, le président fraîchement élu arrive au son de l'Ode à la joie, l'hymne officiel européen. Un attachement à l'Union des 27, initié par Robert Schuman le 9 mai 1950, qu'Emmanuel Macron ne cache pas. Quelques mois plus tard, devant l'Acropole à Athènes, berceau de la démocratie, il expose sa vision d'une Europe rassemblée. Je veux défendre pour les prochaines élections européennes des listes transnationales. Nos amis britanniques décident de nous quitter. N'essayons pas de nous réattribuer nation par nation les quelques places qu'ils libèrent au Parlement européen, non. Considérons qu'enfin nous pouvons avoir un débat européen, des listes européennes, une vraie démocratie européenne qui vivra à travers les pays.
Quelques semaines plus tard, c'est à la Sorbonne à Paris qu'Emmanuel Macron réaffirme sa volonté d'unir l'Europe. Devant une centaine d'étudiants, il développe l'idée d'une harmonie fiscale et sociale européenne. En Union européenne, nous ne pouvons pas avoir une telle divergence des taux d'impôt sur les sociétés. Cette divergence fiscale, elle aussi, nourrit une forme de désunion, désagrège nos propres modèles et fragilise toute l'Europe. Nous devrions définir un salaire minimum adapté à la réalité économique de chaque pays, mais progressivement rentrer dans cette logique pour les faire converger. Nos niveaux de cotisation sociale sont aujourd'hui trop disparates. Quand un travailleur est détaché dans un autre pays, aujourd'hui, la principale source d'inégalité, ce sont ces cotisations. Depuis le Brexit, la France est le seul pays de l'Union européenne à posséder un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Un statut privilégié qui place Emmanuel Macron en leader européen et fait de lui un homme fort sur la scène internationale face à Vladimir Poutine, Xi Jinping ou encore Donald Trump. Voilà, retour en plateau. Pour le relier au dossier de Donald Trump, est-ce que la puissance d'Emmanuel Macron, sa volonté de conviction de faire avancer le dossier peut ressouder cette Europe dont on sait qu'elle est aujourd'hui divisée, déchirée, les populismes? Vous y croyez? C'est possible? Est-ce que la question du leadership européen, prise par le président français, peut effectivement nous faire en sorte qu'on tienne tête aux États-Unis, pour le dire simplement? Alors, je ne nie pas du tout la sincérité de l'engagement européen. Je ne cherche pas à vous piéger, mais qui a fait des très beaux discours et pendant sa campagne, et puis on les a vus là, appelé à Athènes, à Sorbonne, même ce qu'il a dit devant le Parlement européen il y a quelques semaines, etc. Dans la réalité des faits, je suis obligée de constater qu'il est assez isolé en réalité sur la scène européenne et qu'il a du mal à fédérer, à rassembler, à entraîner les autres. Alors, il y a effectivement une conjoncture politique particulière et pour le Royaume-Uni et Theresa May qui est très affaiblie, et pour l'Allemagne et Angela Merkel qui est entrée dans une coalition complexe, on va dire ça, complexe, et tout cela met effectivement les projecteurs et la lumière sur Emmanuel Macron. Mais dans la réalité, lorsqu'on regarde les faits, lorsqu'on regarde les résultats sur l'ensemble des grands dossiers, c'est pas aussi entraînant que cela. Identifiés, je sais bien qu'on ne change pas l'Europe d'un claquement de doigts, mais enfin on aurait pu imaginer quand même que ce ensemble de sujets, même l'union bancaire, qui n'est pas un sujet extraordinairement conflictuel, où les intérêts allemands et français s'entrechoquent avec une très grande violence, on n'est pas encore sur le point de trouver la convergence franco-allemande. Et je ne parle même pas de la réforme du mécanisme européen de stabilité, je ne veux même pas parler de la gouvernance de la zone euro, ou les questions qu'évoquait Macron sur la fiscalité de la commune. Zone euro, etc., où les Allemands sont à des années-lumière d'aller dans le sens souhaité par Macron. Donc je le trouve très peu entraînant en réalité et avec assez peu de résultats. Est-ce que la crise là ce soir qui s'ouvre, puisqu'on est au début de cette crise avec l'Iran et les États-Unis, est-ce que c'est une occasion pour Emmanuel Macron de faire avancer cette Europe? Justement, à travers l'Europe s'est construite, on le disait tout à l'heure, à travers des crises, à travers des chocs. Mais quelle est la situation aujourd'hui en Europe? Il y a un an et demi, on était collectivement en train de débattre de la fin éventuelle de l'Union européenne. Le Brexit venait d'intervenir, nous étions à 6 mois de l'élection présidentielle française et nos voisins européens voyaient avec terreur arriver l'échéance électorale avec l'extrême droite incarnée par Marine Le Pen, l'extrême gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon, qui potentiellement, à un moment donné, aurait pu prétendre accéder au second tour et l'emporter. Et il y a eu partout en Europe une très grande inquiétude. La victoire d'Emmanuel Macron a de fait redonné du souffle à l'Europe, qui attendait un leader européen, parce que nous connaissons en Europe un certain nombre de crises, que ce soit en Espagne avec la crise catalane, que ce soit au Royaume-Uni évidemment avec le Brexit, en Europe centrale et orientale avec les crispations populistes que nous connaissons, et enfin en Allemagne et en Italie, qui sont deux pays fondateurs de l'Union européenne, qui sont majeurs dans la scène politique européenne, où on a mis des mois à former un gouvernement, et aujourd'hui l'Italie n'arrive pas à former de gouvernement. Et donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, du fait de la situation que je viens d'énoncer et du souffle qu'a donné sa victoire, représente une forme d'élan nouveau en Europe. Et la 5e République. Ce sont les institutions de la 5e République voulues par le général de Gaulle. Est-ce que Elvire Fabry, la France peut être dans une forme de leadership par sa situation institutionnelle, par l'arrivée d'Emmanuel Macron, pour donner à cette Europe un nouveau souffle dans un moment de crise très particulier? Écoutez, ce qui est frappant, c'est que ce qu'on constate tous les jours, c'est que, et on le voit même encore à l'occasion de la crise iranienne, les visages se tournent vers Paris.
Oui. Avant-hier, c'était Berlin. Absolument. On voit que c'est Paris. On attend la réaction d'Emmanuel Macron. On se dit que va-t-il faire? A-t-il bien fait ou pas? Donc l'attention se concentre sur Paris. Pourquoi? Avant, c'était Merkel. Obama, c'était plutôt Angela Merkel. Et pourquoi? Parce que ce soit, en effet, pendant sa campagne, mais même il l'a décliné de son discours de la Sorbonne, au discours de Strasbourg, et tous les rendez-vous sont là. Il a construit un agenda européen. D'abord, il a replacé l'évidence du projet européen au cœur de la construction politique comme le niveau pertinent pour faire face aux défis actuels, aux défis. Il donne du sens, en quelque sorte. C'est au niveau européen qu'il faut construire. Tout l'agenda est construit. Donc c'est vrai, et dans tous les domaines. Il l'a décliné dans tous les domaines. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, se dire est-ce que quel curseur a avancé ou pas, on a d'une certaine façon un objectif de suivi et de voir comment ça avance. Mais il est rentré. Si, ça avance sur plein d'enjeux, notamment sur une question qui est la reconstruction d'un narratif d'unité et de solidarité. Donner du sens, mettre des mots. Pour être pris de manière, pour être crédible. Raconter une histoire, oui, bien sûr. Et appeler les Européens de manière systématique à essayer de construire une unité. Non, parce que chaque fois qu'il y a des consultations électorales dans certains pays européens, on voit un certain nombre d'électeurs se détourner de cette vision un peu lyrique que vous développez. C'est un terrain hérité d'une décennie et de plus de tensions au niveau européen. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peu d'agendas politiques européens qui viennent aussi fortement des capitales. Et c'est ça dont l'Europe a besoin, c'est de se nourrir de ce débat. Que la nature ayant horreur du vide et les autres leaders étant soit puissants, soit empêtrés, soit absents, il n'y a pas de leader italien, c'est soit le leader... Quelques mots, parce qu'il nous reste peu de temps pour clore ce débat. La lumière, je ne le nie pas. Mais pourquoi faire? Est-ce qu'Emmanuel Macron, c'est vrai que les regards se tournent aujourd'hui vers lui? Auparavant, il se tournait vers Angela Merkel pour savoir ce qu'elle allait dire. C'est aujourd'hui le président français qui est regardé. C'est une opportunité, vous qui parliez tout à l'heure, de saisir l'opportunité de relancer cette Europe à travers la crise iranienne. Moi, je pense que c'est une opportunité. Je pense que l'Europe, elle a un problème. Elle a une crise profonde de sens, de cohérence et de démocratie interne. Et elle a un problème et de lien entre les populations et leurs aspirations et ce qui s'est greffé, construit, le roman européen, envahi. Voilà. Donc c'est très important tout ce que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, avec cette vision, avec cette construction d'un bon niveau d'intervention, etc. qui est européen. Mais là aussi, il faut aller dans le dur. Et le dur, c'est la question de la souveraineté. Et oui. Voilà. Et oui, on touche aux très sensibles. L'expression présidentielle de souveraineté européenne, si vous voulez, c'est quelque chose qu'il va falloir creuser, dont il va falloir trouver les limites, le fond, les formes véritables, et il va falloir l'articuler avec ce que les peuples et les États considèrent comme étant et devant être encore leur souveraineté. Exactement. Et c'est tout ça l'enjeu de la réforme pour moi de l'Europe. La nation et l'Europe. Si on arrive à faire ça, si on arrive à faire cette Europe des nations qui sont à la fois souveraines et qui arrivent à ensemble. C'est un débat lancé par Laurent Wauquiez d'ailleurs, parce qu'il avait évoqué. Pour ça, il faut des leaders. L'Europe des nations. Il nous reste 2 minutes, je suis désolé. Là, vous lancez un débat philosophique. Non, la souveraineté nationale. Pour ça, il faut des leaders. Et pourquoi pas Emmanuel Macron? Pourquoi pas Emmanuel Macron? Volontiers. Simplement, pour ça, il faut qu'il soit effectivement capable de véritablement entraîner. Et c'est difficile. Pour l'instant, il n'entraîne pas beaucoup. 2 mots. C'est parfait, c'est 10 secondes. C'est que le projet d'Emmanuel Macron de construction d'une souveraineté européenne, il faut préciser qu'il parle de souveraineté complémentaire. Et de la même façon qu'on a eu dans les années 90 un débat sur l'identité européenne, savoir si elle allait se substituer ou pas aux identités nationales. Posé par Caroline. Tout le débat, c'était de montrer, et c'est venu dans les sondages européens, que les Européens le ressentaient comme une identité compatibles, complémentaires. Là, c'est un enjeu de souveraineté. Sans dilution des nations, des souverainetés. Bien sûr, c'est un enjeu fondamental. Là, la question du positionnement vis-à-vis des États-Unis et notamment de leurs décisions unilatérales qui sont des coups de force et des chantages est juste fondamentale. Là, il faut pas se tromper. Pierre-Alexandre Anglade, avant de nous quitter, c'est une question. Il nous reste moins d'une minute et je vous pose juste la question à vous, Pierre-Henri Anglade, parce que c'est une question qui, à mon avis, on retraitera de cette question du dossier iranien. Est-ce que Donald Trump a gagné finalement à travers ce coup de poker ou de ce coup de dé? Est-ce qu'il a réussi finalement à déstabiliser l'Europe, à enfoncer le coin pour déstabiliser l'Europe, qui est une puissance peut-être qui n'a pas envie de voir émerger? Non, je sais pas, je pose une question très... On peut pas répondre par l'affirmative ou avec une réponse extrêmement tranchée à cette question, parce que l'avenir nous le dira. Ce qui est certain, c'est que on est dans un moment de vérité
pour les Européens et pour la diplomatie européenne. Et si aujourd'hui l'Europe se retrouve dans cette situation d'affaiblissement, c'est parce que pendant très longtemps, celles et ceux qui auraient dû nourrir une ambition et une vision pour ce projet européen ne l'ont pas fait. Et que si on se retrouve avec une montée des populismes dans beaucoup de pays d'Europe, c'est aussi parce que les grands partis et les grands partis traditionnels ont abandonné le débat politique européen aux partis extrémistes. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de montée des populismes. Voilà, merci. Vous avez mis les pieds dans le plat. Merci Pierre-Alexandre Anglade, vous êtes député de la République En Marche du Benelux, Pays-Bas, Luxembourg et Belgique. Merci d'être venu avec nous. Merci à Constance Le Grip, députée des Républicains des Hauts-de-Seine, ancienne députée européenne. Merci à Caroline Galactero, géopolitologue, présidente du think tank Géopragma. Et merci à Elvire Fabry pour l'Institut Jacques Delors. Merci à vous quatre. Je voulais remercier Pierre, qui était notre sentinelle citoyenne ce soir et qui était formidable. Vous revenez évidemment quand vous voulez, Pierre. Et je remercie toute l'équipe, comme je le fais chaque fois. Wassila Wali qui me parlait dans l'oreille. Louisa Benchaban qui est à mes côtés toute la semaine et qui me supporte. Et puis je remercie toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission. Bonne soirée à tous et bon long week-end, parce que oui, c'est un long week-end qui s'annonce sous le soleil, je l'espère pour vous. Bonne soirée.